Bonjour Charles de Courson. Bonjour. Est-ce que vous avez pris votre oreiller, de la vitamine C, des remontants pour ces longues heures de débat qui s'ouvrent à l'Assemblée nationale? Oui, vous savez, je suis habitué depuis 33 ans, et donc je suis encore assez résistant. Un compromis est-il possible sur ce budget? C'est très difficile à dire. On voit que nos collègues socialistes font monter la pression, puisque s'ils votent comme ils ont voté in fine contre le texte en commission des finances, l'exercice est plié, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte en commission des finances qui offusquait tant les amis d'Olivier Faure et Boris Vallaud? Bien, ils se sont embarqués dans l'idée de la taxe Zuckman et à défaut de reconstituer l'ancienne ISF. Bon, la taxe Zuckman est une impasse. C'est une impasse économique, technique et aussi constitutionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Mais la taxe Zuckman ne sera pas votée, de toute façon. Non, mais elle a été repoussée. Pourquoi dites-vous que c'est une impasse constitutionnelle? Bien, parce que c'est une atteinte tout à la fois au principe d'égalité entre les actionnaires, puisque dans une holding familiale, vous n'avez pas forcément uniquement le bloc familial. Vous pouvez avoir des intérêts minoritaires. Or, on fait payer la taxe... là, vous parlez de la taxe qui nous était proposée par le gouvernement ou la taxe Zuckman? Je parle de la taxe Zuckman. Là, vous êtes en train de me parler de la taxe sur les holdings familiales. Là, on est en train de devenir... Non, mais c'est très simple. On va devenir 60 millions de Charles de Courson. On va devenir 60 millions de... C'est très simple. La taxe Zuckman, c'était 2% sur le patrimoine net. Premièrement, qu'est-ce qui se passe pour tous ceux dont la rentabilité du patrimoine est inférieure à 2%? Exemple, les start-up, exemple des entreprises qui sont temporairement en déficit. Alors ça, c'est un problème économique, mais ce n'est pas forcément un problème constitutionnel. Ah ben si, puisque la jurisprudence du Conseil constitutionnel est très simple. On ne peut pas demander à payer un impôt permanent sur des revenus qui ne sont pas disponibles ou qui n'existent pas. Donc c'est la défense du droit de propriété. Voilà. Et quand on dit à Zuckman, mais comment on fait dans toutes ces situations? Il dit, c'est pas compliqué, que les gens s'endettent pour payer leur impôt, alors ça, manifestement anticonstitutionnel, ou une dation en paiement, c'est qui donne une partie de leur patrimoine à l'État, parce qu'une entreprise déficitaire peut avoir une valeur. Parce que c'est une forme de nationalisation, de récupération. Même pas, parce que quand on lui dit, mais l'État va se trouver avec, dans votre logique, actionnaire d'une multitude d'entreprises, de holdings familiales, dans lesquelles la vente des actions est quand même très, très, très difficile. Qui va acheter 1% du holding familial, franchement? Et il dit, mais on va le donner aux salariés. Où les salariés seront prioritaires. Vous voyez, enfin, c'est une fuite en avant. Non, donc techniquement, la taxe Zuckman ne fonctionne pas, elle est anticonstitutionnelle. Enfin bon, et donc s'acharner sur la taxe Zuckman, d'ailleurs une partie de nos collègues socialistes en sont persuadés qu'elle ne tourne pas, comme on dit. C'est ce qu'ils vous disent. Alors justement, c'est la question du jour sur le site du Figaro. Sébastien Lecornu doit-il céder aux exigences des socialistes, à commencer par la taxe Zuckman? Là, sur la taxe Zuckman, je vois votre point de vue, mais les autres exigences socialistes? Non, mais il y a deux grandes exigences. Une première qui a été au moins provisoirement acceptée par le gouvernement, c'est la suspension, moi je dirais plutôt le décalage d'un an en attendant les résultats des prochaines présidentielles. Bon, ça les satisfait. Bon. Ils avaient une deuxième demande qui était faire contribuer... Donc ça, c'est la suspension de la réforme des retraites. Oui, le terme suspension, d'ailleurs, n'est pas tout à fait adapté. En fait, c'est un décalage d'un an, si vous voyez le texte qui a été adopté en Conseil des ministres. Vous le voterez, ça, la suspension? Oh, tout à fait, puisque, en fait, tout ce qui se passe ne fait que rendre hommage aux positions que nous avions eues à l'époque de la discussion, qui nous a dit ce texte est injuste socialement, n'est pas équilibré, et ce qu'il faut, c'est encourager nos compatriotes à travailler plus longtemps. On avait proposé 5 mesures. C'était quand même l'esprit de ce texte. Non, pas du tout. En repoussant l'âge de la retraite, quand même. Non. C'était d'augmenter l'âge légal.
Vous voyez, moi, j'ai jamais contesté. C'est une façon quand même d'inciter les gens à travailler longtemps. Non, on les incite pas, on les oblige. C'est bien là-dessus. Oui, mais enfin, et on oblige qui? Les couches sociales les plus modestes. C'est ça ce qui ne va pas dans le texte qui avait été adopté et qui a abouti à ce que le Premier ministre lui-même et le Conseil des ministres, il y a quelques jours, aient accepté. Alors les uns disent une suspension. Techniquement, c'est plutôt un décalage qu'une suspension, mais peu importe. Alors, ce que vous dites aussi, c'est que vous pensez que finalement, in fine, ce texte entrera en vigueur après la présidentielle. Je dis que ça réserve la possibilité de la nouvelle majorité qui sera issue des prochaines présidentielles, puisque quel que soit le président élu, il dissoudra immédiatement. Il y aura de nouvelles élections législatives. Les Français sont tellement exaspérés de ce qui se passe qu'ils donneront une majorité au président, quel qu'il soit. Moi, c'est mon intime conviction. On verra. Et cette nouvelle majorité verra ce qu'elle fait. Et puis, la deuxième chose qu'il demandait, c'était la contribution sur les hauts revenus, les hauts patrimoines, enfin voilà. Bon, donc là, il y a une myriade de taxes, et de textes, parce que ça passera par des amendements sans doute, que les socialistes aimeraient voir adopter, notamment sur les... Alors là, pour le coup, sur les holdings familiales et autres... Nous avons repoussé la solution à une très forte majorité d'ailleurs. Nous avons repoussé la solution que proposait le gouvernement, qui est une solution qui ne tournait pas. Pourquoi ? Je vais commencer à l'expliquer. Vous allez anticipation, tout simplement parce que ce que proposait le gouvernement, c'est une taxe de 2%, le même taux que la taxe Zuckman, mais dans les holdings familiales, sur la partie des biens non affectés à des biens professionnels. C'était ça l'idée. Mais c'est la holding qui paye la taxe. Or, dans une holding, il faut avoir des minoritaires. Donc, expliquez-moi au nom de quoi c'est pas respecter l'égalité entre les actionnaires. Puisque s'il y a un bloc qui rend éligible l'entreprise, premièrement, c'est très facile à donc, constitutionnellement, ça ne tient pas. C'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument. Mais même techniquement, si vous voulez, c'est pas possible. D'autant plus qu'une partie de ces holdings familiaux... Vous ne faites pas confiance à la créativité de Bercy pour arriver à fonctionner ? Non, mais Bercy travaillait sur ces sujets depuis des mois et ils n'ont jamais trouvé la solution. On leur a demandé de sortir une solution qui ne tourne pas, comme ils disent. Et entre nous, quand bien même elle serait votée, je pense qu'il y a un risque élevé d'inconstitutionnalité. Donc, c'est pas ça la solution. Moi, la solution, on l'a proposée, et on l'a votée d'ailleurs pour la deuxième fois, on l'avait déjà votée l'année dernière, c'est réformer le pacte Dutreil. Il n'est pas normal que le pacte Dutreil, qui sont destinés à favoriser la transmission d'entreprises, oui, mais dans l'abattement de 75%, profite aussi à des biens qui n'ont rien à voir avec l'exploitation. Si vous mettez votre résidence principale, votre résidence secondaire ou des titres de placement, vous bénéficiez des 75%. Ça n'a rien à voir avec l'idée même du dispositif Dutreil. D'ailleurs, moi, j'en ai parlé avec le patronat, qui trouve que pour protéger le pacte Dutreil, il faut sortir les biens non professionnels du pacte Dutreil. Et l'amendement a été voté. Alors, est-ce que vous êtes favorable à l'idée de la présidente de l'Assemblée nationale de s'attaquer aux héritages et à tout ce qui est tombé du ciel ? Non, mais je trouve vraiment parler que l'héritage, il est lié au droit de propriété. Si vous supprimez l'héritage, vous supprimez le droit de propriété. Si la propriété n'est pas transmissible, expliquez-moi comment on gère et à qui revient l'héritage. Il revient à l'État. Donc l'État va se trouver... très souvent, quand vous voyez le nombre de taxes qu'on paye... Non mais, vous voyez, ça s'appelle le socialisme. Oui. Il est en cours. Le vrai socialisme, c'est-à-dire la propriété sociale des moyens de production. Voilà. Moi, je ne suis pas socialiste. Je pense que toutes les expériences qui ont été faites en la matière ont toutes échoué. Donc c'est pas ça la solution. Quand on a autant d'expérience dans les débats budgétaires, vous le rappeliez tout à l'heure, est-ce que vous ne vous sentez quand même pas excité par le pouvoir que le Premier ministre a accordé au Parlement en renonçant au 49.3 ? Alors, il a renoncé au 49.3, mais il n'a pas renoncé au 44.3. C'est-à-dire le vote bloqué. Expliquez à nos téléspectateurs ce qu'est le vote bloqué.
Le vote bloqué, c'est-à-dire qu'à la fin du débat, le gouvernement reprend le texte, garde certains amendements et dit maintenant, on vote globalement, hein, c'est à prendre ou à laisser. Bon, mais peu importe. Je pense que dans la situation politique actuelle... Non, mais le risque, c'est que ce ne soit pas adopté. Donc. La renonciation au 49.3 est utile. Bon. Mais elle suppose que les oppositions, qui sont très très majoritaires, soient raisonnables. Et que ce qu'on appelait le bloc central, qui est complètement fracturé, il n'y a plus de bloc central. On le voit lors des votes, si vous voulez. Même parfois à l'intérieur de certaines composantes des blocs centraux. Même à l'intérieur de votre groupe ? Ah ben nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un groupe parlementaire. Un agrégat de certains oui, d'esprits indépendants qui veulent maintenir leur indépendance. Et chacun vote comme il entend. En commission des finances, nous nous sommes abstenus. Tous les trois, nous sommes 3 commissaires, on s'est abstenus. Après avoir dit que s'il n'y avait pas un certain nombre de modifications, on réservait notre vote final. Et on le réservera jusqu'à la fin en fonction des débats. Donc nous sommes pour le débat. Nous pensons et nous espérons que les gens raisonnables entre le Parti socialiste et les Républicains arriveront à des compromis, mais nous ne sommes pas sûrs. Alors, quels sont les compromis souhaités par le bon docteur Charles-Amédée de Courson ? Eh bien, qu'on soit conscient que si on continue comme ça, on détruit la démocratie parlementaire et qu'on va tout droit à un régime autoritaire. Parce qu'un pays ne peut pas accepter d'être durablement non gouverné. Or, c'est la situation actuelle, vous voyez. Et donc, moi, je dis... Oui, donc vous êtes le parlementaire à qui on donne un peu plus de droits, dit non, mais m'en donnez pas un petit peu trop, parce que sinon, on ne va plus être gouvernable. Non, mais il faut être raisonnable, c'est comme en toute chose. L'essence de la démocratie, c'est d'accepter... Jean-Luc Barré va apprécier, hein, non, non, nous parler c'est d'accepter, c'est accepter le dialogue, c'est de ne pas dire « moi, j'ai des lignes rouges et je n'en bougerai jamais ». Bah, si tout le monde fait comme ça, il n'y a plus de démocratie. Alors, sur quoi on peut avoir un compromis ? Si tous les autres ont tort et que je suis le seul à avoir raison, il faut être capable de passer des compromis. Dans le détail, Charles de Courson, sur quoi on peut avoir un compromis aujourd'hui ? On peut avoir un compromis en bouchant un certain nombre de dispositifs qui ont permis l'optimisation fiscale. Nous avons été à l'initiative, et beaucoup de nos collègues nous ont suivis, qui était d'améliorer le pacte Dutreil pour le concentrer sur la transmission d'entreprise. Ça, il y a un certain consensus. On a proposé. On verra des textes sur les maisons principales que nous transmettrons les parents. C'est pas normal que votre résidence secondaire soit dans le pacte familial et bénéficie de la loi Dutreil. Ça, c'est pas normal. Et bon, et ça, il y a un large consensus de tout le monde, y compris du patronat. Y compris du patronat. Moi, j'en ai parlé avec le président du MEDEF. Il pense que la protection du dispositif Dutreil, sur lequel une très très forte majorité est favorable à son maintien, qu'il faut rationaliser. La deuxième chose, c'est les apports cessions. La taxation des plus-values, je ne rentre pas dans le détail, qui était alors un trou béant qui explose, vous voyez, et de le boucher. Bon, notre amendement a été adopté, y compris par des membres de la minorité présidentielle, enfin, vous appelez le bloc central, voilà. Est-ce que vous craignez la note de Moody's ? Non, je ne crains aucun de notes des agences, parce que les marchés sont toujours en avance sur les agences. Et donc, ils ont déjà, si vous voulez, dans le taux d'intérêt, intégré les risques de poursuite de la dérive des finances publiques françaises. Mais vous ne pensez pas que ça simplifie s'il y a une dégradation avec Moody's ? Ça augmente la pression, si vous voulez. Mais les marchés anticipent les décisions. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que l'une des 3 grandes agences dégrade la France, ça n'a pas d'incidence sur le taux d'intérêt. Il a déjà augmenté. Vous n'avez pas été quand même surpris par la notation anticipée de Standard & Poor's la semaine dernière ? Non, mais tout le monde était persuadé de la décision qu'il ferait. Donc, il n'y avait aucun suspense. Non, mais peut-être, mais il n'y a aucun suspense. C'est ça qui a inquiété, c'est ce qui a surpris, c'est qu'ils l'ont fait à un moment où on ne s'y attendait pas. Mais est-ce que vous avez regardé, est-ce qu'il y a eu une fluctuation du taux d'intérêt des OAT françaises ? Non, il avait déjà anticipé la hausse. À quoi ont servi les débats en commission si on ne débouche sur aucun compromis ? Pour savoir s'il n'y a pas de compromis, il faut déjà discuter. Et
on a bien travaillé pendant ces 3 jours et ces 3 nuits, au sens où ça s'est globalement bien passé, on a fait progresser le texte, on l'a amélioré, etc. Le problème, c'est est-ce qu'on l'a amélioré jusqu'à un niveau permettant au moins un vote. Il faut bien voir que si on vote contre, comme l'année dernière, ce que certains d'ailleurs espèrent, eh ben, le texte, il est transféré au Sénat dans l'état initial, c'est-à-dire dans le texte gouvernemental, point, sans aucune des modifications qu'on lui a apportées. Alors le Sénat peut en reprendre toute autre partie, et tout le monde sait qu'après la commission mixte paritaire, il y aura un accord, parce que la commission mixte paritaire n'est pas du tout représentative par rapport à la composition de l'Assemblée nationale. Après, une fois qu'il y a et après, il y a le vote final. Il y a le vote final. Voilà. Donc tout l'enjeu est là. sera là, et c'est là où il peut y avoir des votes bloqués. Le 44-3 éventuellement, mais ça c'est à la discrétion du gouvernement. On verra ça justement, on continuera de suivre ça. J'ose pas vous souhaiter un bon week-end, Charles de Courson. Ah non, nous allons travailler tout le samedi jusqu'à minuit. On a droit quand même au repos dominical, ce qui est une grande conquête sociale, je vous le rappelle. Voilà. Et dimanche, c'est sacré, comme le titrait il y a quelques années l'Humanité, quand il était question justement d'ouvrir le dimanche. Merci beaucoup, Charles de Courson, de nous avoir éclairé sur ce point. Peut-être quand même une toute dernière question. Selon un sondage de Doxa Backbone, une majorité de Français pensent que le budget ne passera pas. Vous partagez leur pessimisme ? Ah bah oui, au sens où la probabilité d'un accord est plus faible que la probabilité qu'il n'y ait pas d'accord. Mais il ne faut jamais désespérer, vous savez. Et seuls ceux qui essaient, et nous en faisons partie, nous, dans notre groupe parlementaire, d'essayer de prêcher l'équilibre, d'éviter les dérives et de dire faisons bien attention. Parce que si on renonce même à notre pouvoir, qui est un pouvoir de base de tout Parlement, de voter le budget, de voter les impôts et les dépenses, eh bien, si c'est pour finir, comme l'année dernière, avec une loi spéciale, et ou des ordonnances, si on dépassait les 70 jours, alors là, c'est un trou noir constitutionnel, les ordonnances. Ces ordonnances, si on dépassait les 70 jours, parce que personne ne sait comment ça fonctionne. Les débats sont à suivre sur le site du Figaro et tout le week-end notamment. Et puis on verra si lundi le PS met sa menace à exécution. C'est en tout cas celle qu'il a formulée ces dernières heures. Bon débat, bonne séance à l'Assemblée. Vous savez, en bonne tactique, il faut toujours faire monter les enchères pour essayer d'obtenir une partie de ce que vous souhaitez. Rendez-vous lundi, Charles de Courson. Voilà. Merci beaucoup. La France doit avoir des finances publiques saines pour tenir son rang. Savez-vous de qui est-ce ? C'est la position du général de Gaulle en août 1944, quand il prend les rênes du gouvernement provisoire de la République française et d'un pays aux finances rendues exsangues, notamment par les bombardements et l'occupation. On y revient avec Jean-Luc Barré. L'éditeur s'est penché sur le destin de l'auteur de l'appel du 18 juin. Cette fois-ci, c'est le tome 2 de la Libération à son retour au pouvoir. On en tire les leçons dans un instant, après en avoir tiré quelques-unes avec Arnaud Tessier.